Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce 14e épisode de la première saison, on va parler des grands vins de Bordeaux et d'un document fondateur et absolument central dans l'histoire de la région, le classement de 1855. Le classement de 1855 est à Bordeaux ce que la Déclaration des droits de l'homme est à la République française. Un texte de référence auquel on continue de se rapporter 170 ans plus tard, qui est resté presque inchangé depuis tout ce temps et qui continue encore aujourd'hui d'alimenter les conversations et les débats autour des grands vins de Bordeaux et du concept de classification. La notion même de grand cru classé, si caractéristique du Bordelais, dans les autres régions on parle de grands crus mais ils ne sont pas classés, cette notion n'existe que grâce au classement de 1855. Et cette hiérarchie temporaire, établie par les courtiers au milieu du XIXe siècle à la demande de l'empereur Napoléon III, est aujourd'hui gravée dans le marbre et dans la pierre des châteaux médocains et sauternais aussi sûrement que les tables de la loi. Pourtant, à l'origine, rien ne prédestinait le classement de 1855 à entrer dans la légende. Mais comme souvent, l'histoire est pleine de surprises. L'acte fondateur de la viticulture dans le Médoc n'est pas le classement de 1855, mais un édit du roi Henri IV pour le dessèchement des marais daté du 8 avril 1599. À la fin du XVIe siècle, une part importante du territoire français est encore couverte de zones humides impropres à l'habitation, à l'agriculture ou à l'élevage, et vectrices de maladies que la médecine embryonnaire de l'époque ne sait pas soigner. Or, selon la formule du ministre Sully, que vous vous rappellerez peut-être avoir apprise à l'école primaire, pour que pâturage et labourage deviennent les mamelles de la France, il convient d'assainir ces marais. Et c'est pour cela que le roi Henri IV signe au printemps 1599 cet édit qui explique la volonté royale. Il y a grande quantité de palus et marais inondés ou entrepris d'eau et presque inutiles et de peu de profit, qui tiennent beaucoup de pays comme déserts et inhabités, et incommodent les habitants voisins, tant à cause de leurs mauvaises vapeurs et exhalaisons, que de ce qu'ils rendent les passages fort difficiles et dangereux en nos provinces de Poitou, Bourdelois, Saintonge, Bretagne et autres. Le savoir-faire en matière de drainage déjà à l'époque est aux Pays-Bas, un pays qui, comme son nom l'indique, possède une part importante de son territoire sous le niveau de la mer et qui s'est donc forgé une spécialité dans le drainage des zones humides pour les rendre propres aux activités humaines. Le roi a fait appel à l'ingénieur Hunnefroy Bradley du duché de Brabant pour entamer des travaux qui vont se poursuivre pendant des décennies à travers toute la France et notamment en Médoc. La péninsule du Médoc est une langue de terre d'environ 80 km de long en forme de triangle isocèle, située entre la Gironde et l'océan Atlantique, s'étirant jusqu'à la pointe de Grave qui marque l'entrée de l'estuaire, gardée à quelques encablures au large par le majestueux phare de Cordouan. Le Médoc tiendrait son nom à la fois du peuple des Médules qui habitait la région pendant le Haut Moyen-Âge et du latin medio aquae qui signifie entre deux eaux. À partir du XVIIe siècle, les terres sont peu à peu drainées et rendues propres à la culture et à l'élevage, mais surtout dans l'intérieur de la péninsule. La viticulture est encore inconnue dans le Médoc à l'époque, et s'il est fait référence dans quelques textes de pieds de vignes épars dans certaines propriétés, il n'existe pas de véritable vignoble. En effet, sur la façade atlantique, les sables landais très fins et homogènes qui se gorgent facilement d'eau empêchent l'assimilation des matières organiques dans les sols, et l'humus, presque brut, reste en surface, d'où la couleur très sombre de la terre landaise, où la vigne pousse très mal. Quant aux berges de la Gironde, elles sont occupées par des croupes graveleuses recouvertes de galets charriés par la Garonne depuis les Pyrénées pendant des milliers d'années et qui se sont accumulés pour former les maigres reliefs d'un territoire par ailleurs presque plat. Ici, pas de colline. Le point culminant à l'intérieur des terres est le puits de Mangeon à l'Istrac-Médoc qui pointe à 43 mètres. Et à part les dunes du bord de mer, le reste du territoire médocain ne connaît que très peu de relief. Mais peu de relief ne veut pas dire
complètement plat. Et ces fameuses croupes de graves dites gunsiennes que l'on trouve de Margaux jusqu'à Saint-Estèphe se sont accumulées en quantité prodigieuse par endroits. La couche la plus épaisse se situe au niveau du village de Pauillac et elle atteint 27 mètres d'épaisseur à Château-Laffitte. Sur ces terres apparemment inhospitalières, la vigne ne fait son apparition que sous le règne de Louis XIV grâce au premier marquis de Ségur, qui régna pendant 40 ans sur les domaines de Laffitte et de la Tour, avant d'acquérir plus tard le château de Calon, qui portera son nom. À cette époque, les vins d'un domaine de Pessac fondé par Jean de Pontac en 1525 ont déjà acquis une grande popularité à Londres, où ils sont servis en exclusivité à la Pontax Head sous le nom de O'Brien à des amateurs célèbres tels que Jonathan Swift ou Daniel Defoe. Témoin de cette réussite et conscient des similitudes troublantes entre les sols de grave d'Aubryon et ceux de ses domaines de Pauillac, le marquis de Ségur entreprend d'y planter des vignobles qui lui vaudront sous le règne de Louis XV le surnom de prince des vignes. La qualité des vins d'Aubryon, mais aussi de ceux de Laffitte, de Latour ou de Margaux, est déjà reconnue au XVIIIe siècle, à la cour de France, mais aussi sur les marchés étrangers, au premier rang desquels le Royaume-Uni. Le futur président américain Thomas Jefferson ne s'y trompera pas en établissant dans ses notes personnelles, à l'instar de tous les courtiers de Bordeaux, une première classification des vins lors de son voyage à Bordeaux en 1787. Elle sera reprise à peu de choses près après la Révolution française, dans les écrits d'André Julien, d'Alexander Henderson ou de Cyrus Reading, et servira de base à l'établissement d'un classement officiel des vins demandé en 1854. La première exposition universelle de l'histoire s'est tenue à Londres du 1er mai au 15 octobre 1851. Et devant le succès phénoménal de la manifestation qui a accueilli plus de 6 millions de visiteurs, soit l'équivalent du quart de la population du Royaume-Uni, le nouvel empereur Napoléon III, neveu du grand Napoléon, décide par un décret du 8 mars 1853 de la tenue d'une nouvelle exposition universelle à Paris en 1855 qui présentera les produits de l'agriculture, de l'industrie et des beaux-arts. Pour cet événement, l'empereur voit grand et décide la construction du Palais de l'Industrie, un gigantesque édifice de plus de 200 mètres qui sera démoli en 1896 pour laisser la place au Grand Palais et au Petit Palais. Pour préparer l'exposition, l'empereur fait appel à son cousin, le prince Napoléon Jérôme Bonaparte, pour présider la commission impériale qui rassemble les comités départementaux chargés de soumettre les productions destinées à être présentées. En matière de vin, ce sont les champenois et les bourguignons qui se déclarent les premiers. Et, petite ironie de l'histoire, ce sont eux qui invitent leurs homologues bordelais à présenter également leur vin. Le 28 novembre 1854, le comité départemental de la Gironde contacte donc l'ancien maire de Bordeaux et président de la chambre de commerce Louis Dufour-Dubergier en vue de présenter de la meilleure façon possible les vins de Bordeaux. Les Bordelais acceptent l'invitation, mais souhaitent s'assurer que ce seront bien les meilleurs représentants de la production girondine qui seront présentés devant l'empereur et les millions de visiteurs à venir. Aussi, la Chambre décide-t-elle de faire appel à ceux qu'elle nomme les hommes spéciaux, les courtiers de la place de Bordeaux, qui depuis maintenant plus de 50 ans dégustent, classent et négocient les vins et sont donc les plus à même d'établir une classification objective. Le 5 avril 1855, la Chambre de commerce de Bordeaux écrit donc au syndicat des courtiers de commerce pour lui demander, je cite, « de bien vouloir nous transmettre la liste bien exacte et bien complète de tous les crus rouges classés du département en spécifiant à laquelle des 5 classes appartient chacun d'eux et en signalant dans quelle commune ils se trouvent. » Quand on regarde aujourd'hui la liste de 1855 et que l'on constate la qualité des vins, la renommée des châteaux et les prix des crus classés, il est facile de voir dans cette hiérarchie l'affirmation d'une grandeur déjà établie à l'époque ou amenée à s'affirmer à l'avenir avec la force de l'évidence. Or, c'est oublier bien vite les circonstances dans lesquelles se trouve le vignoble bordelais au milieu du XIXe siècle. Un vignoble qui est dans une période de profonde crise. En 1853,
un champignon de la vigne a fait son apparition, l'oïdium. Cette maladie, qu'Émile Goudal du Château Lafite qualifie de « calamité sans remède », va entraîner un effondrement de la production bordelaise pendant plusieurs années, avec des volumes de vin correspondant à peine un tiers des volumes moyens de la décennie précédente. Et ce n'est qu'en 1857 qu'on va découvrir que l'application de soufre sur les vignes permet d'endiguer le développement du parasite. C'est donc un vignoble en souffrance qui reçoit la demande de la Chambre en avril 1855. Ce n'est pas la première fois qu'on établit une classification des vignobles, et il y a déjà eu des précédents dans le Jurançon dès le XIVe siècle, à Würzburg dans la région allemande de Franconie en 1644, ou encore à Tokaj en Hongrie en 1700. Mais tous ces classements ont été le fruit de travaux qui ont demandé du temps. Or, le courrier de la Chambre date du 5 avril, quand l'inauguration de l'exposition universelle est prévue pour le 15 mai. Et on pourrait croire qu'une telle tâche aurait semblé presque insurmontable étant donné les délais extrêmement courts pour évaluer les vins. Aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer combien de temps il faudrait pour arriver à un tel résultat. À titre de comparaison, voilà plus de 10 ans que les Alsaciens travaillent sur une nouvelle classification. Et les derniers classements établis à Saint-Émilion ont non seulement pris des années à être actés, mais des années de plus à être validés par la justice. Savez-vous combien de temps il a fallu aux courtiers bordelais pour mener à bien cette tâche si délicate et produire une classification qui sera appelée à faire l'histoire et le destin de Bordeaux ? 3 jours. 3 jours. Il ne leur a fallu que 3 jours avant de répondre à la Chambre dans un courrier daté du 8 avril 1855, transmettant la fameuse classification qui sera publiée dans la foulée le 18 avril 1855. Une classification qui se compose d'une première liste de 57 châteaux producteurs de vin rouge et de 21 châteaux producteurs de vin blanc liquoreux, répartis en 5 classes comme suit. Pour les vins rouges, 4 premiers crus, 12 seconds crus, selon la terminologie officielle, 14 troisièmes, 11 quatrièmes et 16 cinquièmes crus. Et pour les vins blancs, un premier cru supérieur, 9 premiers crus et 11 deuxièmes crus. Alors comment les courtiers ont-ils fait pour établir un tel classement en seulement 3 jours ? Eh bien la réponse est très simple. Ils ont tout simplement classé les vins en fonction de la liste de prix de chaque château sur leurs tarifs. On l'a dit, les courtiers travaillent déjà à l'époque les vins de Bordeaux depuis plus d'un demi-siècle et goûtent régulièrement ces crus qui sont ensuite négociés sur la place pour partir sur tous les marchés. Or, s'il leur arrive de faire des erreurs de jugement sur un millésime ou un autre, la renommée des vins, et donc le prix qu'ils commandent, sont déjà bien établis par un historique de dizaines de millésimes. Et au moment de rendre leur classement en 1855, ils proposent une liste qui n'est presque pas critiquée et présentée telle qu'elle à l'exposition universelle. S'il existe bien des rivalités et des jalousies, notamment entre les premiers crus, la liste en elle-même n'est pas débattue. La seule plainte viendra du Château Lafite qui, apprenant qu'on envisage de présenter les vins avec le seul nom du village d'origine et non celui du château, écrit au prince Bonaparte pour demander l'ajout du nom de la propriété, qui sera effectivement acté. 6 bouteilles de chaque château sont donc envoyées à Paris pour être exposées, mais ne seront pas proposées à la dégustation au public, seulement à un panel de juges. Au final, l'exposition universelle sera un immense succès avec plus de 5 millions de visiteurs en 6 mois, et le classement de 1855, qui était appelé à n'être qu'une liste ponctuelle, va rentrer dans l'histoire comme l'acte fondateur des grands vins de Bordeaux. Quand les courtiers bordelais établissent leur hiérarchie au printemps 1855, il est clair dans leur esprit que ce classement n'est qu'une photographie ponctuelle des vignobles médocains et sauternais, auxquels ils se doivent d'ajouter Aubryon, étant donné la très grande réputation dont jouit déjà le château situé dans les Graves. Pour eux, les développements de chaque propriété seront amenés à faire évoluer le classement à l'avenir et en atteste la première modification de la classification
qui survient en septembre 1855, alors que l'exposition universelle n'est pas encore terminée. Les propriétaires du château Cantemerle écrivent au syndicat et demandent leur incorporation au classement, eux qui en avaient été omis, étant donné qu'ils vendaient toute leur production majoritairement en direct et n'étaient donc que peu connus sur la place de Bordeaux. Et le syndicat des courtiers accepte, portant donc la liste à 58 noms, 6 mois après sa première mouture. Or, à cet instant, personne ne sait encore que plus aucun ajout ne sera effectué, et qu'à partir de ce moment, le classement de 1855 est gravé dans le marbre et ne connaîtra qu'un seul changement en 168 ans d'existence, en 1973. La volonté de ne pas revenir sur une hiérarchie que tous avaient approuvée à l'époque et la prise de conscience du formidable outil marketing que constitue la classification, en même temps que l'avènement d'une véritable élite, vont amener les châteaux classés à défendre jalousement leur appartenance à cette caste qu'aucun des propriétaires, à ma connaissance, ne songerait à réviser aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de 57 châteaux en rouge, portés à 58 par l'addition de Cantemerle, et de 21 châteaux pour les blancs. Mais il n'aura pas échappé aux plus fins connaisseurs du vignoble bordelais que la classification compte aujourd'hui 61 propriétés pour le classement des vins rouges et 27 pour celui des vins blancs. Laissez-moi donc vous expliquer l'origine de ces variations qui sont pour la plupart dues à des changements de propriétaires, car sur tous les châteaux, seules 2 propriétés sont toujours entre les mains des mêmes familles depuis avril 1855. Pour les vins rouges, on est d'abord passé de 4 à 5 premiers crus, avec la promotion de Mouton Rothschild en 1973, sur laquelle je vais revenir. Ensuite, de 12 seconds crus en 1855, nous sommes passés à 14 aujourd'hui. S'il faut enlever Mouton promu, il faut cependant prendre en compte le partage en 3 du domaine de Léoville et celui en 2 du château Pichon. 12 plus 3 moins 1 égale 14. Les troisièmes crus, quant à eux, sont toujours 10. Mais le château du Bignon a disparu et son vignoble a été partagé entre Malesco-Saint-Exupéry, Margaux et Durfort-Vivens. Néanmoins, le château Boyd a lui été divisé en 2 entre Boyd-Cantenac et Cantenac-Brande, donc toujours dit troisième cru. Les quatrièmes ont perdu un de leurs membres, passant de 11 à 10 avec l'absorption de Pouget-la-Salle par le château Pouget. Et les cinquièmes sont passés de 16 à 18 avec l'addition de Cantemerle et le partage en 2 du château Bataillé. Pour les vins blancs, rien n'a changé pour le célèbre château d'Yquem, véritable mythe du monde du vin, à la complexité et à l'intensité légendaire. Un vin de rêve et de poésie, de la lumière bue, comme l'écrivait Frédéric Dard, qui, 150 ans après, continue de régner sur Sauternes et sur l'ensemble du classement de 1855 comme seul et unique premier cru supérieur. Les premiers crus de Sauternes, quant à eux, sont passés de 9 à 11 avec les partitions des châteaux Péraguet et Rabault, et les deuxièmes crus de 11 à 15 avec la division en 3 entités du château d'Oisy, ainsi que la séparation en 2 domaines des châteaux Lamotte, Romer et Brousten-Nérac. Un seul domaine a disparu, le château Péchoteau, dont le vignoble a été absorbé par le château Rabault en 1872. En tout, 27 châteaux de Sauternes et de Barsac aujourd'hui. En plus de 150 ans, le classement n'a été révisé que 2 fois. Une première fois en 1855 même avec l'ajout du château Cantemerle, et une seconde en 1973 avec la promotion de Mouton Rothschild au rang de premier cru classé par un signé décret par le ministre de l'Agriculture de l'époque, un certain Jacques Chirac. Pour le baron Philippe de Rothschild, c'est l'aboutissement de 20 ans de campagne pour faire reconnaître la propriété parmi les premiers crus classés. Il faut dire que le baron n'en est pas à sa première révolution. En 1924, il n'a que 22 ans quand il décide de défier les négociants en mettant l'intégralité de sa production en bouteille au château. Jusque-là, les vins étaient achetés en barrique par les négociants, voire les marchands étrangers, ce qui occasionnait régulièrement des problèmes de fraude et de coupage des vins. Pour matérialiser ce souhait et faire de Mouton 1924 une étape clé dans l'histoire du domaine,
Il demande à l'affichiste Jean Carlu de lui dessiner une étiquette, devenue célébrissime. Après la guerre, le baron Philippe décidera d'ailleurs de laisser le bandeau supérieur de chaque millésime de mouton à un artiste pour en faire une œuvre d'art inspirée par le château. Braque, Kandinsky, Dali, Miro, Chagall, Warhol, Soulages, les plus grands artistes du XXe siècle ont prêté leur talent à Mouton, et le lien indéfectible qui unit le château et le monde des arts a été scellé en 1962 avec l'ouverture du musée du vin dans l'art au Domaine par le ministre de la Culture, André Malraux. Et après des années de lobbying, Mouton Rothschild est finalement admis au sein de l'élite bordelaise, presque sans faire de vagues, tant la qualité des vins de Mouton plaidait en faveur de cette promotion. Amer d'avoir été mis au second plan en 1855, le château avait pour devise « Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suit ». Après 1973, le baron l'amende sans pour autant arguer d'une quelconque révolution. Premier je suis, second je fus, Mouton ne change. 2 codicilles en 150 ans pour le classement de 1855. Il y a plus d'amendements dans la Constitution américaine. Cet immobilisme et le caractère figé du classement a toujours fait débat. Et la critique, de concert avec tous les amateurs, s'est toujours prise au jeu des devinettes de savoir quels amendements devraient y être apportés en cas de changement. Tel 5e cru a le niveau d'un 2e, tel 3e devrait être 4e ou 5e, etc. Or, s'il est matière à débat, le classement ne sera probablement pas modifié dans les décennies qui viennent, car tout le monde s'accorde à dire que cela équivaudrait à ouvrir la boîte de Pandore. Par ailleurs, et fort heureusement d'ailleurs, la qualité et la constance des meilleurs châteaux dans l'excellence a depuis longtemps pris le pas sur les classements, et si les premiers restent dans une sphère qui leur est propre, les autres châteaux se positionnent par rapport à la demande existante pour leur vin sur le marché. Ainsi, des 5e crus se vendent plus cher que certains seconds. Et d'ailleurs, nombre de châteaux ne précisent même pas leur grade dans la classification sur l'étiquette, y compris parmi les meilleurs. Qu'ils n'en ressentent pas le besoin du fait d'une réputation déjà établie ou qu'ils préfèrent mettre en avant leur propre nom, cela démontre bien que l'important n'est pas tant le rang, mais bien d'être classé. Par ailleurs, aussi bien pour les propriétés classées que pour les autres qui ne le sont pas, le classement est un formidable levier de motivation, particulièrement dans le Médoc. Les Graves ont leur propre liste de crus classés depuis 1953. Les meilleurs châteaux hors classement mettent un point d'honneur à démontrer qu'ils peuvent non seulement rivaliser, mais dépasser les domaines classés par la qualité de leur production. Et dans les faits, des propriétés telles que Félan-Ségur, Aumar-Buzet ou encore Saucian de Mallet se négocient à des tarifs équivalents, voire supérieurs à certains crus classés. Et pour ces derniers, cette concurrence accrue les pousse vers le haut, car leur prestige et leur orgueil ne sauraient souffrir d'être vendus moins cher que des crus non classés. Par ailleurs, les critiques du classement soulignent également le fait que l'encépagement de Bordeaux est assez différent aujourd'hui de celui du milieu du XIXe siècle, et que donc, la hiérarchie qui pouvait être valide en 1855 ne l'est peut-être plus aujourd'hui, tant les assemblages ont changé. À cette critique, qui soulève un point intéressant, particulièrement à l'aune du changement climatique et de l'autorisation récente de nouvelles variétés pour la production de Bordeaux AOC, on pourrait répondre que ce ne sont pas les cépages qui sont classés, mais bien la qualité d'un terroir résultant de l'adéquation des variétés qui y sont plantées par la main du vigneron. Et il y a fort à parier que l'assemblage des vins dans la plupart des châteaux avait déjà changé entre la visite de Jefferson à Bordeaux en 1787 et le classement de 1855. Si cette critique est compréhensible car un grand terroir de Carmenère n'est pas nécessairement le même qu'un grand terroir de Cabernet Sauvignon, j'ai le sentiment que la mise en perspective par chaque courtier, négociant ou amateur du classement de 1855 avec sa propre liste aujourd'hui montrerait certes des variations, mais que dans l'ensemble, il en ressortirait la conclusion que les courtiers du Second Empire n'ont pas si mal fait les choses.
La troisième critique est encore plus valable à mon avis, et elle a trait au fait que ce sont des propriétés et non des vignobles qui sont classés. Et certains terroirs d'une même AOC ont depuis changé de main pour rentrer dans l'assemblage d'un autre château. Ce point est tout à fait valable à mon sens, mais il occulte tout de même le fait que, même au sein des châteaux dont les vignobles n'ont pas ou peu bougé depuis 150 ans, l'assemblage a lui-même changé à de nombreuses reprises, notamment depuis le développement à travers tout le Médoc des seconds vins puis des troisièmes. Paul Pontallier m'avait expliqué un jour que certaines des parcelles entrant dans la composition du Château Margaux aujourd'hui n'en faisaient pas partie par le passé, et qu'inversement, d'autres qui étaient rentrées dans la composition de grands millésimes tels que 59 produisaient maintenant le pavillon rouge plutôt que le grand vin. Là encore, c'est au vigneron qu'il appartient de faire ses choix de production afin de présenter un cru qui soit à la fois le reflet de son terroir d'origine et qui fasse honneur à son classement. Au marché ensuite de décider si ses choix sont bons. Et à ceux qui pensent que le classement, notamment des premiers, agirait comme un pare-feu magique contre toutes les critiques et les aléas du sort, je rappellerai que s'il n'y avait pas eu comme seul repreneur potentiel un armateur grec inconnu à Bordeaux en 1977, Château Margaux, tout premier cru qu'il soit, aurait été vendu à la découpe. Critiquer le classement de 1855 est le sport favori de tous les amateurs de Bordeaux ou presque. D'abord parce que cela nous force, nous permet, nous invite à regoûter régulièrement les vins, mais aussi parce que cela constitue un profitable exercice de mémoire, au même titre que d'essayer de se rappeler de tous les départements de France et de leurs numéros, ou des noms des 50 États des États-Unis. Et cet effort de mémoire a contribué à sauver de la folie un homme aux prises avec une des expériences les plus difficiles qui soient. En 1985, en pleine guerre du Liban, le journaliste et écrivain Jean-Paul Kaufmann est enlevé à Beyrouth par une milice armée avec son collègue Michel Seurat. Pendant toute la détention de son mari, son épouse Joëlle Brunerie mène une campagne en vue d'obtenir sa libération, qui se traduira notamment par un message télévisé rappelant le sort des otages qui ouvrira tous les soirs le journal TV d'Antenne 2 à partir de mars 1986. Les mauvais traitements et les privations en captivité auront raison de Michel Seurat, qui mourra par manque de soins en 1986. Pour Jean-Paul Kaufmann, amateur de Bordeaux, c'est le classement de 1855 qui va contribuer à le faire tenir. La suite, c'est lui qui la raconte. Je cite Jean-Paul Kaufmann. À la fin de l'année 1986, je calais sur certains quatrièmes crus, oubliant presque toujours Pouget et Marquis de Termes, château pourtant très estimable. Mais ma seule mémoire est ici en cause. Quelques semaines plus tard, je ne parvenais plus à réciter entièrement les cinquièmes. Entre-temps, on m'avait enlevé mon crayon. Ne plus connaître par cœur le fameux classement m'attristait. Étais-je devenu un homme sans civilisation ? Devenais-je un barbare ? Jean-Paul Kaufmann sera finalement libéré le 4 mai 1988 après 1078 jours de captivité, mais il mettra longtemps avant de pouvoir apprécier de nouveau un verre de vin. Pour ce grand amateur de Bordeaux, le maire de la ville, Jacques Chaban-Delmas, avait organisé une cérémonie en 1985 en vue de sa libération, que l'on espérait prochaine, où les propriétaires de nombreux châteaux avaient donné chacun une bouteille pour la future cave qu'ils retrouveraient à son retour. Personne n'imaginait à ce moment-là que ce serait 3 ans plus tard. Des années après avoir recouvré sa liberté et reçu les fameuses bouteilles en cadeau, Jean-Paul Kaufmann commentera avec malice et une bonne dose de second degré: « On m'a enlevé à la bonne époque, 1985. Du coup, on m'a apporté des 82. Ça aurait pu être pire. » Voilà pour cette petite histoire du classement des vins de Bordeaux de 1855. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les différentes appellations et châteaux du vignoble, aussi bien les grands crus classés que les nombreuses autres propriétés
appelé un peu dédaigneusement Petit Château et qui représente pourtant le cœur battant de la viticulture bordelaise, sans même parler de la rive droite et des vins de Saint-Émilion, Pomerol ou encore Fronsac, qui n'ont pas été inclus en 1855. Ce sera pour d'autres épisodes. Et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce qui sera le dernier épisode de la première saison. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast et à me laisser vos commentaires sur cet épisode ou les précédents via votre application d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de vin.